Unité 1. Activité 7. Vous écoutez Radio Star. Nous venons d'entendre un spécialiste nous parler de la fabrication des souvenirs et de la Madeleine de Proust. La parole est maintenant aux auditeurs. Écoutez les témoignages que nous avons enregistrés ce matin dans les rues de Paris. Je me reposais à la maison quand j'ai entendu la chanson Hélène à la radio. J'ai été directement transportée dans le passé. C'était la chanson de mon premier slow. J'étais amoureuse d'un garçon, il s'appelait Michael et j'avais 15 ans. Je me souviens qu'on était à une fête, j'étais assise, nerveuse, j'attendais qu'il m'invite. Et soudain, il est arrivé et il m'a demandé timidement « Tu veux danser ?» C'était comme un rêve. La chanson s'est finie et il ne m'a pas embrassée. Il est parti. J'étais tellement déçue. Quand j'entends cette chanson, je revois la salle, les lumières, les vêtements de Michael. C'est fou. J'en tremble encore. Moi, quand je sens le parfum des roses, je pense à ma grand-mère bulgare que j'aimais beaucoup. Elle habitait à Kazanlak, la ville où on cultive les roses, et nous à Plovdiv. J'allais chez ma grand-mère tous les week-ends. Chez elle, tout sentait la rose, le savon, les gâteaux, la limonade. Ma grand-mère aussi se parfumait à la rose. Elle était très fière de sa terre natale. Mes parents ont décidé de partir pour aller travailler en France, mais ma grand-mère est restée. Moi, c'est quand je mange des oranges que je me rappelle mon enfance. Je revois les orangers de mon jardin en Algérie. Je me souviens qu'après l'école, on cueillait les fruits avec mes frères et sœurs. Il faisait beau, les couleurs étaient belles, les fruits sentaient bon. On chantait et on rigolait. Ce sont des souvenirs heureux. Avec les figues qu'on ramassait, ma mère faisait des confitures. Plus tard, elle m'a donné la recette. La première fois que j'ai fait de la confiture de figues pour mes enfants, c'était merveilleux. J'étais très ému. J'espère que mes enfants transmettront cette recette aux leurs. Unité 1. Activité 13. Bonjour à tous et bienvenue à la médiathèque et merci d'être venus. Excusez-moi, je suis un peu nerveux, alors pour aller vite, ce projet est né parce qu'au collège, les profs doivent parler des migrations. C'est dans le programme scolaire. Alors bon, j'avais pas d'idée, et puis j'ai vu un documentaire sur l'histoire d'une femme italienne. Son fils y raconte le parcours de sa mère, l'arrivée en France et la nostalgie du pays natal. Et voilà comment le projet est né. Ensuite, les élèves ont écrit des récits sur leurs origines et ont aussi voulu faire une exposition photographique que vous allez voir aujourd'hui. Maintenant, je leur laisse la parole. Ilan, tu veux bien nous raconter ton histoire ? Oui. Alors mon père est français et ma mère est malgache. Ils se sont rencontrés à Madagascar parce que mon père était militaire là-bas. Et ils sont tombés amoureux. Après, ma mère a suivi mon père. Ils déménageaient tous les 2 ou 3 ans à cause du travail. Mais ma mère, elle s'adaptait partout. Ça l'inquiétait pas de changer de pays. Elle aimait bien voyager. Pourquoi ils sont venus en France ? Ils en avaient quand même un peu marre de déménager tout le temps. Alors mon père a demandé un poste en France. Et aujourd'hui, comment ça se passe pour ta mère ? Ma mère, elle est heureuse. Elle travaille et elle fait plein d'activités. Elle est épanouie, quoi. Elle est pas nostalgique de Madagascar et puis on y retourne souvent en vacances. Et toi, Valentin ? T'as aimé faire ce projet ? Oh ouais, j'ai adoré. Moi, je voulais connaître mes origines. On parlait pas de ça dans ma famille. Alors pour moi, le projet, c'était vraiment une super excuse pour poser des questions. Mon grand-père était pas très enthousiaste au début. Il voulait pas répondre. Mais à la fin, il était content. Pourquoi ton grand-père est venu en France ? Il est venu pour le travail. Après quelques mois, il est reparti en Algérie pour chercher ma grand-mère. Et comment elle a réagi, ta grand-mère ? Oh, elle voulait pas venir à Marseille. Mais elle a pas eu le choix. Elle a suivi mon grand-père. Elle s'occupait de ses enfants, mais elle était pas très heureuse. Aujourd'hui, ça va mieux, mais elle rêve toujours de rentrer chez elle. Unité 1. Activité 9.
Et c'est une passion française, peut-être la vôtre. Il y a une très belle émission d'ailleurs sur cette antenne de généalogie. La généalogie qui a de plus en plus d'adeptes. Oui, ce serait même devenu le 3e loisir des Français après le jardinage et le bricolage. Un salon de la généalogie se tient jusqu'à ce soir à Paris, à la mairie du 15e arrondissement. Reportage Europe 1, Victor Dolande. Tous ces apprentis détectives ont tous le même objectif, retrouver l'histoire de leur famille, comprendre qui étaient vraiment leurs ancêtres. Avec l'essor des sites internet et la numérisation des archives dans chaque département, reconstituer son arbre généalogique est beaucoup plus rapide. Dylan, 18 ans, a fait une drôle de découverte en fouillant dans son passé. Il y a un de mes arrière-grands-parents qui n'a pas reconnu mes grands-parents. C'était une situation un peu compliquée, donc je voulais creuser vraiment pour savoir d'où je venais, parce que les membres de ma famille n'avaient jamais réussi à trouver. Donc j'ai cherché, finalement j'ai réussi à trouver. C'est amusant, quoi. C'est comme un jeu de piste. Un jeu de piste très addictif, une découverte en entraînant une autre. On finit par en savoir beaucoup plus sur ses ancêtres, comme l'explique la généalogiste Laurence Abensourasan. On a envie de chercher autre chose, donc de savoir un peu comment ils vivaient, quelle profession ils exerçaient, dans quelle ville ils habitaient, comment se passait la vie au quotidien, quelle était la situation des femmes, est-ce que les enfants allaient à l'école. C'est extrêmement vivant et c'est pas du tout uniquement des noms et des dates. Les familles s'agrandissent au fil des découvertes et tous ces généalogistes en herbe sont de plus en plus nombreux à prendre la plume pour raconter l'histoire de leur famille. Un reportage Europe 1 signé Victor Dolande. Unité 1. Activité 9. Qui n'est pas à la recherche du bonheur? Et pour l'atteindre, ce bonheur, de plus en plus d'Américains du Nord et d'Européens se mettent au développement personnel. Un ensemble de techniques pour se poser les grandes questions, les bonnes questions sur sa vie. Le but, c'est de s'épanouir en connaissant mieux ses désirs et en réalisant ses rêves. Alors justement, aujourd'hui, notre chroniqueuse du bien-être, Alice Merveille, nous parle d'une technique de développement personnel, le Vision Board, ou en français, le tableau de vision. Alors Alice, dites-nous ce que c'est. Oui, alors le tableau de vision, c'est un outil assez créatif. En pratique, sur un tableau, vous allez faire un collage avec des questions, des phrases que vous aimez, des dessins, des photos. Ce tableau matérialisera vos rêves et vos objectifs et vous aidera à vous poser des questions. Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Ou qu'est-ce que j'envisage dans le futur? Vous allez aussi réfléchir à vos insatisfactions. Qu'est-ce qui ne me va pas? Qu'est-ce qui ne me plaît pas dans ma vie personnelle, sociale ou professionnelle? Qu'est-ce que j'aimerais changer? Mais qu'est-ce qu'on en fait de ce tableau? Vous l'accrocherez dans votre bureau ou dans le salon. Comme ça, à chaque fois que vous le verrez, vous penserez à vos objectifs et à comment vous allez les réaliser. Mais je suppose qu'il faut un peu de temps pour faire son tableau de vision. Et oui, effectivement, ça demande du temps et de bonnes conditions. Alors vous allez profiter d'une demi-journée libre, d'un dimanche de pluie, d'un jour où les enfants ne sont pas à la maison. Vous allez vous retrouver chez vous, seul, quelques heures. Bien sûr, vous allez éteindre votre téléphone portable, peut-être allumer une bougie, écouter de la musique pour vous détendre, car ce que vous allez faire changera peut-être radicalement votre vie. Unité 1. Activité 10. Les repattes, nouveau phénomène migratoire, mais alors une question se pose. Le retour est-il facile? Notre journaliste est à Dakar, au Sénégal, et a interrogé 2 repattes. Vous êtes contente d'être rentrée à Absatou? Très contente, oui. J'envisageais de rentrer depuis longtemps. Ça ne me plaisait pas d'être loin de mon pays, et puis j'en avais assez du froid et de la neige. Comment s'est passé votre retour? Ça n'a pas été si facile. En Suisse, j'étais africaine et étrangère, alors que j'ai la nationalité suisse. Au Sénégal, je suis européenne. Oui, oui. Les gens me voient comme une européenne. C'est assez bizarre. Je ne connais pas tous les codes. Je ne sais pas toujours comment je dois me comporter. Et en plus, je suis une jeune femme célibataire. C'est encore plus difficile. Et puis les gens trouvent que ma manière de parler est différente. Bon, de toute façon, le français, c'est pas suffisant pour le commerce. J'ai l'intention d'apprendre au moins une langue du pays. Peut-être le Wolof, qui est la langue de ma famille. Pourquoi êtes-vous rentré au Sénégal, Adam? J'en pouvais plus de mon travail. Ça me plaisait pas de vivre à Paris. C'est pour ça que je suis rentré.
Et qu'est-ce qui change pour vous ici? Ici, c'est très différent. Le mode de vie et les habitudes locales sont parfois étranges pour quelqu'un qui a grandi en France. Et j'ai découvert en arrivant qu'on ne travaille pas les jours de pluie. Au début, c'était difficile de s'adapter aux horaires. Je suis un jeune salarié, habitué à un travail très intense. Je ne comptais pas mes heures. À Paris, tout le monde est stressé. Mais ici, les gens sont tranquilles. Ils prennent le temps. Et ça, c'est vraiment super. Quelles difficultés vous rencontrez au quotidien? Des problèmes avec l'administration, pas très réactive. Les coupures d'électricité. Des connexions Internet pas très rapides. Mais les gens se débrouillent. Ils font avec ce qu'ils ont. J'aime beaucoup ça. Finalement, vous êtes content? Oui, je suis heureux ici. Je participe au développement de l'économie de mon pays d'origine. Ça fait 7 ans que je suis repatte au Sénégal. Ça marche bien pour moi. J'envisage même d'ouvrir un cabinet de recrutement. Unité 2. Activité 9. Bonjour Guillaume. Alors ce matin, vous avez envie de nous parler de chocolat et de tradition. En effet, c'est la période des repas de famille et des œufs en chocolat. C'est Pâques. Un moment idéal pour se demander ce qu'on fait par tradition religieuse, culturelle, sociale ou familiale. La question du jour est, faut-il se libérer des traditions ou, au contraire, les conserver? Pour moi, cela dépend de la tradition. Oui, et aussi, qu'est-ce qu'est une tradition? Alors, une tradition, c'est quelque chose qui nous vient du passé et que nous transmettons aux générations suivantes. Quand on parle de tradition, on pense souvent au poids des traditions. On peut se sentir obligé de suivre une tradition pour faire plaisir à ses parents ou par respect pour ses ancêtres. Et puis, il y a des traditions plus faciles à respecter que d'autres. Par exemple, s'offrir du chocolat le jour de Pâques, ce n'est pas désagréable. Et ça ne remet pas en question un choix de vie. Par contre, la situation peut se compliquer pour un mariage. Les croyances et les volontés de la famille peuvent peser lourd sur les mariés et les empêcher de faire librement leur choix. Mais pourrions-nous vivre sans tradition? Ce n'est pas souhaitable, parce qu'une tradition, c'est une pratique collective qui représente un lien social. Ça développe le vivre ensemble, donc ça nous rapproche. Il faut avoir un rapport actif à la tradition. Il faut respecter une tradition pour se faire plaisir et non pas pour faire plaisir aux autres. Merci Guillaume. À la semaine prochaine. Avec plaisir et joyeuse Pâques à nos auditrices et auditeurs. Unité 2. Activité 10. C'est ma mère qui me lisait des contes. C'était le rituel du soir avant d'aller dormir. J'adorerais ce moment de partage avec elle. J'en avais pas conscience à l'époque, mais elle choisissait les contes pour m'aider à grandir. Par exemple, quand je me sentais rejetée, elle me racontait Le vilain petit canard. Je crois que ce conte m'a aidée à avoir confiance en moi. Dans ma jeunesse, mes frères et moi passions le mercredi après-midi chez notre arrière-grand-mère. Elle était d'origine marocaine, alors elle nous racontait des contes de son pays. Nous nous asseyions autour d'elle après le goûter. Elle nous faisait voyager et découvrir le pays de son enfance que nous ne connaissions pas. Je me souviens de ces descriptions pleines de détails. Les palais du roi, les couleurs du coucher de soleil dans le désert, les odeurs des champs d'orangers. Elle nous faisait rêver. Quand j'ai visité pour la première fois le Maroc, à l'âge de 16 ans, je me suis souvenu de ces moments de bonheur auprès d'elle. Il y a un conte qui a marqué ma jeunesse, c'est celui de Cendrillon. Sans exagérer, j'ai dû le lire une 50aine de fois. Je le lisais seul le soir dans mon lit. Quand j'y repense, il y a des passages vraiment durs. Par exemple, le moment où les demi-sœurs de Cendrillon se coupent un bout du pied pour pouvoir mettre la pantoufle. Rien à voir avec la version de Walt Disney. Mais ça ne m'a pas choquée, au contraire. Ça m'a rassurée de savoir que les méchants étaient punis. Unité 2. Activité 7. Pendant ce temps, la marâtre était heureuse. Elle était à nouveau la plus belle du royaume. Un jour, elle a redemandé au soleil. « Ô soleil, toi qui gouvernes, dis-moi qui est la plus belle au monde. »« Tu es belle, et je suis beau. Mais Amna qui habite au palais des djinns est la plus belle. » Les yeux de la marâtre brillaient de colère. Elle a pris sa bague magique pour se transformer en marchande de dattes,
Puis, elle s'est rendue au palais des djinns. « Qui veut mes dattes délicieuses ?» Amna s'est approchée de la marchande qui lui a offert une datte, puis elle est remontée dans sa chambre. Elle l'a mise en bouche et tout d'un coup, elle est tombée comme morte sur le divan. Quand les frères sont rentrés, ils ont retrouvé leur sœur morte. Ils l'ont pleurée pendant 3 jours et 3 nuits. Ensuite, ils l'ont placée dans un coffre en or sur le dos d'un chameau. Le chameau a marché longtemps, très longtemps. Il est arrivé dans une grande ville. Il s'est arrêté devant le palais au moment où le prince en sortait. « Quel coffre magnifique ! Soldats, montez-le dans mes appartements !» Lorsque les sœurs du prince ont vu le coffre, la curiosité les a poussées à l'ouvrir. « Oh ! Quelle belle princesse ! Elle semble dormir paisiblement. J'aimerais avoir ses beaux cheveux noirs. Et moi ses lèvres rouges. Et moi ses dents blanches. Mais qu'a-t-elle dans la bouche ? La cadette lui a retiré la datte. Soudain, la magie a disparu et Amna s'est réveillée. Vous pouvez imaginer le bonheur du prince quand il l'a vue. « Belle Amna, veux-tu m'épouser ?» « Oui, je le veux. Mais je veux d'abord la mort de ma belle-mère. Attachez-la à un cheval sauvage et faites venir mon père à la cour. Je ne veux plus le voir souffrir. » Ainsi, la sorcière est morte dans de terribles douleurs. Le père d'Amna est devenu grand vizir et le prince a épousé la jeune fille. Et cric et crac, mon histoire est terminée. Unité 2. Activité 8. Bonjour Christine. Bonjour. J'aimerais que tu nous parles un peu de ton métier. Et pour commencer, peux-tu te présenter en quelques mots ? Je m'appelle Christine Andrien et ça fait une 20aine d'années que je raconte maintenant. Je travaille dans une association qui s'appelle le Théâtre de la Parole depuis 18 ans. Je m'y occupe de la formation, de la gestion administrative, de la communication, mais surtout, je suis sur le terrain, je mène des ateliers et je raconte. Je crée aussi des spectacles et j'accompagne des conteurs dans leur travail. Je suis devenue conteuse un peu par hasard et j'y ai pris goût. Alors, tu dis souvent que les contes sont importants. Pourquoi ? Oui, les contes sont importants, c'est une parole politique qui prend la défense du petit, qui dit que tout est possible, qu'il ne faut pas se décourager. Ce n'est pas parce qu'on n'a rien qu'on ne peut pas réussir. Et moi j'aime bien ça. La parole du petit contre le puissant, je trouve ça très contemporain. Quand on raconte aux enfants, on sent que ça leur donne du courage d'entendre qu'on peut combattre des méchants, que tout le monde peut devenir prince ou princesse. Le conte parle aussi des rapports humains, et ça n'a pas changé. Alors si je comprends bien, le conteur a un rôle à jouer dans notre société, c'est ça ? Exactement. Pour moi, le conteur, il éveille les consciences. Il transmet des contes traditionnels, mais aussi des récits de vie et des histoires de famille. Et toi, comment tu te sens quand tu contes ? Moi, ça me rend heureuse de voir le public ressentir différentes émotions. La peur, la tristesse, la joie, le soulagement. C'est la lumière qui brille dans les yeux des spectateurs qui me touche le plus. Surtout chez les adultes. On sent qu'ils redeviennent enfants, ils se laissent porter par le conte, il n'y a plus de contrôle. Ils sont dans l'histoire, dans une vraie relation. C'est ça qui est émouvant. Merci beaucoup, Christine. Avec plaisir. Unité 3. Activité 8. France Info.
France Info Junior en partenariat avec Un jour une actu. Bonjour, je m'appelle Niki. Bonjour, je m'appelle Raphaël, j'ai 10 ans. Bonjour, je m'appelle Nafi, j'ai 9 ans. Le thème du jour est la langue française. Et oui, comment est né le français? Comment la langue a-t-elle évolué? Nos juniors qui sont en CM2 à Lille se posent des questions au micro d'Estelle Faure. Et pour leur répondre, eh bien, un linguiste est en studio. Alain Bentolila, bonjour. Bonjour. On peut dire que le français vient du latin, en partie? Alors, le français vient du latin avec pas mal de mots d'origine grecque aussi, bien sûr, et qu'on va retrouver. Hein. Par exemple, est-ce que tu sais que hippopotame est composé de 2 mots anciens, l'un qui est hippo et qui veut dire le cheval, et potamos, c'est du grec, potame qui veut dire fleuve. Donc hippopotame, c'est le cheval du fleuve. Niki. Combien il y a de mots en français? Dans les plus gros dictionnaires actuels, il y a 150 000 mots à peu près. Évidemment, ni toi ni moi n'utilisons tous ces mots-là. On n'a pas besoin... On en utilise combien, généralement? On en utilise environ 2500 à 3000, à peu près. Pourquoi dans chaque pays on est obligé d'avoir sa propre langue? Pourquoi pas une langue commune à tout le monde? Alors ça, c'est le rêve de ceux qui ont créé l'espéranto. L'espéranto, en fait, c'est une langue qui n'existait pas. Et on a pensé que si on avait tous une langue commune, on se comprendrait mieux, qu'on se ferait peut-être moins la guerre, qu'on se lirait plus facilement les uns les autres. Merci beaucoup pour vos explications, Alain Bentolila. Je rappelle le titre de votre ouvrage, L'école contre la barbarie, publié aux éditions First. France Info Junior, c'est à retrouver chaque jour sur franceinfo.fr. Il y a le podcast si vous voulez vous abonner. Unité 3. Activité 10. T'as fait du latin, toi, quand t'étais jeune? Oh oui, malheureusement. Pourquoi tu dis malheureusement? T'as pas aimé? J'ai détesté. C'était les pires heures de la semaine. Le prof était nul, on s'ennuyait. On faisait tout le temps des traductions et des tableaux de grammaire. J'avais horreur de ça. Ah, c'est dommage. Moi, j'avais un prof génial. Ses cours étaient passionnants. On faisait des activités vraiment chouettes. On étudiait l'archéologie. Et ça vous intéressait? Tu plaisantes? Ça nous passionnait. On voulait savoir ce qu'il y avait écrit sur les temples et les pierres dans les musées. Alors ça nous motivait. On a même fait un voyage en Italie, à Pompéi. J'en garde un souvenir extraordinaire. T'as eu de la chance. Nous, notre prof ne nous a jamais parlé de civilisation romaine. À part Astérix, j'y connais rien en histoire antique. Et la langue? Tu te souviens sans doute des déclinaisons, non? Rien, à part rosa, rosam, rosarum... Oh, je sais plus. Et il y avait une histoire de complément d'objet direct ou indirect, mais je me souviens plus. Une catastrophe. Eh ben dis donc. Moi, toutes les déclinaisons, ça m'a beaucoup aidé quand j'ai appris l'allemand plus tard. Unité 3. Activité 9. Salut, désolé, je suis en retard. Tu étais où? Je viens de m'inscrire à un cours d'espéranto. Sérieux? Ouais, je trouve ça super intéressant. N'importe quoi. Ça sert à rien d'apprendre une langue qui n'existe pas. Mais je trouve pas que ça serve à rien. Pour moi, c'est une gymnastique mentale. C'est enrichissant. Peut-être, mais si tu veux mon avis, le chinois, l'arabe ou le russe serait plus utile. On est obligé de faire toujours des trucs utiles. Moi, je trouve que c'est important, parfois, de faire des choses juste pour le plaisir. Ah oui, sur ça, on est d'accord. Mais l'espéranto, quelle drôle d'idée. En fait, je suis pas du tout d'accord avec toi sur l'inutilité. Tu sais qu'il y a environ 6 millions d'espérantophones dans le monde? 6 millions? Mais c'est rien. Ça suffit pour se faire des amis partout, et voyager, et rencontrer des gens. Je suis curieux de savoir combien vous serez dans ton cours. Une langue sans pays, sans littérature, c'est pas vraiment une langue. Mais bien sûr que si. Il y a même des examens officiels. On peut avoir un diplôme avec les niveaux B1, B2, etc. Comme les autres langues. Je ne crois pas que tu puisses me convaincre avec ce genre d'argument. Non, mais toi, t'aimes pas les langues, alors c'est normal que tu vois pas l'intérêt. Moi, ça me passionne. Unité 3. Activité 9. Comment vont les langues régionales en France? La France les considère comme une partie importante de son patrimoine culturel, alors qu'elles ne sont pas officiellement reconnues. Aujourd'hui, qui les parle? Est-ce qu'on les transmet encore de génération en génération? Sont-elles en danger? Quelle place ont-elles dans la vie de tous les jours? C'est le débat du jour
vous avez la parole. Bonjour Marion, d'où nous appelez-vous? Bonjour, je vous appelle d'Aix-en-Provence. Et vous parlez provençal? Pas du tout. En fait, c'est une langue qui a disparu dans ma famille. Mes grands-parents le parlaient couramment entre eux. Mon père connaît des expressions et en dit parfois, mais moi je ne le parle pas. Je comprends quelques mots, mais c'est tout. D'accord, mais c'est une langue qui fait partie de votre quotidien? Oui, c'est pour ça que je voulais témoigner, parce que nous, les Provençaux, on est fiers de notre langue. Je crois que c'est peut-être grâce à Frédéric Mistral. Il a gagné le Nobel de littérature avec une œuvre écrite en provençal. C'est une sacrée reconnaissance. Merci Marion pour votre témoignage. Nous avons un autre auditeur, Benoît. Bonjour, d'où nous appelez-vous? De Brest. Et vous parlez breton, j'imagine. Exactement. Kenavo. Vous l'avez appris à l'école ou en famille? Dans une école, mais pas quand j'étais petit. En fait, j'ai commencé à m'y intéresser adulte, en revenant d'un long séjour à l'étranger où je parlais anglais toute la journée. Quand je suis rentré chez moi, j'ai eu envie de découvrir ma région natale. J'ai suivi des cours de breton avec d'autres passionnés. Je le pratique avec eux. On est en petits groupes, comme le village d'Astérix. On parle breton pour le plaisir. Merci Benoît pour votre appel. On se retrouve juste après une pause musicale. Unité 4. Activité 13. RCF. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette émission L'été en Pays de la Loire. Aujourd'hui, je vous emmène dans un des plus grands spectacles vivants qui existent en France. Il s'agit de la Cinécénie du Puy du Fou. Et je vais tenter de vous la faire visiter pendant une soirée. Avec nous pour nous accompagner, une bénévole qui connaît depuis le début cette institution qu'est la Cinécénie du Puy du Fou. Véronique Besse, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors là, il est exactement 10h moins le quart. Où est-ce que nous sommes déjà précisément ? Alors nous sommes dans le village d'acteurs de la Pêcherie. Il y a 5 gros villages à la Cinécénie. Là, nous sommes dans un des plus gros villages, la Pêcherie, avec plus de 800 acteurs, je crois. Et notamment beaucoup d'enfants qui se préparent parce que dans un quart d'heure, on les entend. Et dans un quart d'heure, ils seront sur scène. Donc tout le monde se prépare dans la joie et la bonne humeur. Alors actuellement nous sommes face au château du Puy du Fou, nous sommes parmi les spectateurs. Oui, c'est le final dans quelques secondes maintenant et tous les acteurs qui ont participé au spectacle sont sur scène. La cavalerie va faire un passage également et là c'est une scène assez magique parce que c'est la première fois pendant le spectacle que tous les acteurs sont ensemble. Donc, et là ils sont statiques dans des positions qu'ils choisissent eux-mêmes, ils peuvent changer tous les soirs. Avec les jets d'eau, avec la cavalerie qui va passer et puis bien sûr le feu d'artifice, plusieurs feux d'artifice. Et on voit sur notre gauche le marchand de quenouilles qui repasse, qui traverse la Seine, voilà, qui repart chez lui si je puis dire. Eh bien écoutez Véronique Besse, on arrive au terme de ce reportage, de cette immersion dans les coulisses de la Cinécénie. Je voudrais vous remercier pour votre disponibilité et d'avoir été notre guide ce soir. Merci beaucoup. Merci à vous. Unité 4. Activité 8. Cinéma ou théâtre? La pièce ou le film? Nous avons interrogé des passants sur les comédies cultes françaises. Écoutez leurs réponses. Moi, quand j'ai vu le film Le Père Noël est une ordure, j'avais déjà vu la pièce à la télé. Je suis fan de la pièce, je connais toutes les répliques par cœur. Mais bizarrement, j'aime beaucoup moins le film. L'original est toujours mieux, non? J'ai vu le dîner de cons au théâtre après avoir vu le film. C'était une troupe amateur, c'était moins bien. Mais bon, difficile de faire mieux que Jacques Villeray pour interpréter Pignon. C'était un acteur génialissime. J'ai vu le film Le Prénom avant de savoir que c'était une pièce. Mais les dialogues sont tellement bien écrits qu'on voit que c'est du théâtre. Mais pour répondre à votre question, j'adore le film.
parce que j'ai pas vu la pièce. Unité 4. Activité 9. Certaines personnes qui vivent à Paris pensent que la capitale concentre toute l'énergie créatrice française. On oppose souvent la ville lumière à la province, mot typiquement parisien pour désigner l'ensemble de la France. Mais le contraste Paris-Province est-il si fort? Nous en parlons avec nos 3 invités, Magali, Cyril et Mehdi. Tous 3 montés à Paris, comme on dit. Alors Magali, bonjour. Est-ce que vous voyez une différence entre Paris et la province? Oui et non. C'est vrai qu'en se promenant à Paris, on a l'impression qu'il y a beaucoup de théâtre et que toute la vie culturelle se concentre dans la capitale. Mais en réalité, pas du tout. Il y a plein de troupes professionnelles qui ont beaucoup de talent dans toute la France. Cyril, vous avez la même expérience? Je suis complètement d'accord avec Magali. L'opposition Paris-Province est totalement stupide. À Montpellier, par exemple, nous avons le Printemps des comédiens. C'est un festival de théâtre et de spectacles vivants qui attire des milliers de spectateurs depuis des années. Je crois que c'est l'événement artistique le plus important après le Festival d'Avignon. Justement, parlons du Festival d'Avignon. Vous, Mehdi, vous connaissez bien cette ville, m'a-t-on dit? Oui, j'y suis né et j'y retourne chaque année. C'est un festival incontournable pour les amateurs de théâtre. Tout le monde dit ça, mais moi je trouve que les mises en scène sont un peu trop intellectuelles parfois, non? Oui, c'est vrai que dans la programmation officielle, les spectacles sont trop chers ou trop complexes, ou les deux à la fois. Mais heureusement, il y a le festival Off, qui a lieu en même temps dans toute la ville. On peut y voir des super spectacles, très créatifs, dans des espaces habituellement fermés au public. C'est là qu'il faut aller. Et depuis que vous vivez à Paris, comment vivez-vous votre passion pour le théâtre? Pour moi, voir une pièce à la Comédie Française, c'est une expérience incomparable. Ah, ça oui. Vous semblez tous d'accord? C'est magique. On en prend plein les yeux, même avant le lever du rideau. Tout à fait d'accord. C'est une salle qui m'a toujours fait rêver. En plus, le répertoire offre à la fois des vaudevilles et des classiques à des prix assez abordables. Il y en a pour tous les goûts. Je rappelle à nos auditeurs que la Comédie Française filme de plus en plus ses productions pour les diffuser en direct dans certains cinémas de tout le pays. On continue d'en parler après une pause musicale. Unité 5. Activité 11. Alors, aujourd'hui, nous parlons des selfies, mode d'expression sociale devenu incontournable. Mais le selfie peut-il aussi être une œuvre d'art? Élément de réponse avec notre chroniqueur Daniel Lemay. Daniel? Eh bien, chers auditeurs, la réponse serait oui. D'abord, intéressons-nous à l'histoire. L'être humain n'a pas attendu l'invention du smartphone pour se prendre en photo lui-même. On considère que c'est l'Américain Robert Cornelius, l'un des inventeurs de la photographie, qui a été le premier à se prendre en photo lui-même et donc à faire un selfie vers 1839. Ensuite, c'est Anastasia, une duchesse russe, qui a été la première adolescente à se prendre en photo devant un miroir. Elle avait 13 ans, c'était en 1914, donc ça ne date pas d'hier. Mais le selfie qu'on connaît aujourd'hui est né dans les années 2000. Bien avant Facebook, les utilisateurs de MySpace ont commencé à se prendre en photo dans leur miroir avec leur appareil photo numérique. Le mot selfie est apparu dans le langage en 2002. Mais le phénomène selfie s'est amplifié quand les marques comme Samsung ou Apple ont ajouté l'option caméra frontale sur leur appareil intelligent. Ça, c'est pour l'histoire. Mais qu'est-ce qui fait qu'un selfie peut être une œuvre d'art? On a tous en tête les autoportraits des peintres Rembrandt, Van Gogh. Eh bien, comme l'autoportrait, le selfie a sa propre structure, sa propre technique. On peut donc dire que c'est un nouveau genre visuel. L'auteur du selfie se met en scène, choisit sa lumière, son angle, il chorégraphie sa photo comme le ferait un peintre pour son tableau. La seule différence, c'est que le support a changé, mais l'intention reste la même. L'an passé, à Londres, 19 artistes de la scène internationale ont créé une petite vidéo sur le thème du selfie pour l'exposition National Selfie Gallery.
Ils ont ainsi proposé une analyse de ce nouveau genre artistique et visuel. C'est dire si on prend le selfie artistique au sérieux. Cela dit, nous n'en sommes qu'au début, et nous ne saurons que dans quelques dizaines d'années si le selfie a sa place dans l'histoire de l'art. En attendant, sachez que depuis avril 2018, vous pouvez visiter le premier musée du selfie à Los Angeles. Merci Daniel. On vous retrouve la semaine prochaine. Unité 5. Activité 7. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se demande comment seraient nos vies sans Internet. J'ai posé la question à des passants dans la rue. Écoutez leur réaction. Vous pourriez vivre sans Internet ? Vivre sans Internet ? Non, ce ne serait pas possible. Ah bon, pourquoi ? Surtout pour le travail. J'ai un magasin de fleurs qui marche bien, mais j'ai aussi créé une boutique en ligne pour que mes clients ne soient pas obligés de se déplacer. Et puis pour faire de la pub, je poste des vidéos sympas qui donnent envie aux gens d'acheter. Vous imaginez votre vie sans Internet ? Oh là là, non, pas du tout. Comment je ferais ? Surtout avec mes études. Je suis en BTS tourisme, je fais pas mal de recherches sur Google. Je lis des articles sur Wikipédia. J'utilise des dicos en ligne. Avec Internet, c'est aussi plus facile pour trouver des stages. Et à part pour vos études ? Quand j'étudie pas, je joue en ligne. Je chatte avec mes amis. Et puis, je poste des vidéos sur YouTube où je donne des conseils de lecture. Je suis une booktubeuse, quoi. Et si Internet n'existait pas ? Pour moi, ce serait la fin du monde s'il n'y avait pas Internet. La fin du monde, vraiment ? Bah ouais, le premier truc que je fais le matin, c'est d'aller sur Snapchat. Après, je regarde mon Instagram, et là, je suis content que plein d'amis aient liké mes dernières photos. Et sinon, je chatte, je regarde des vidéos de chats, j'écoute de la musique, je fais même des clips sur TikTok, même quand je suis au lycée. Vous imaginez vivre sans Internet ? J'ai connu la vie sans Internet, on faisait sans. Mais il faut regarder vers le futur. Moi, je veux rester au top. C'est pas parce que j'ai 70 ans que je sais pas utiliser Internet. Et vous l'utilisez pourquoi ? Je fais plein de choses. J'envoie des mails, je fais des recherches, je regarde même des tutoriels de bricolage. Mais bon, Internet, c'est surtout pour que je puisse communiquer avec mes petits-enfants qui sont au Canada. Alors, on se Skype toutes les semaines. Unité 6. Activité 9. 7h37 sur France Culture et cette semaine, hashtag est consacré au thème suivant, comment je m'informe. Alors que se termine demain la 11e édition des Assises internationales du journalisme à Tours et que s'ouvre lundi la semaine de la presse à l'école, selon un récent sondage réalisé pour ces assises, 92% des Français considèrent que le journalisme est un métier utile. La plupart des personnes interrogées disent avoir besoin des médias pour s'instruire, apprendre des choses et se cultiver, notamment pour comprendre les enjeux internationaux. Mais l'information est partout, sur notre téléphone, notre ordinateur, à la radio, dans le bus, la télé, dans les cafés. Bonjour Lise Verbeck. Bonjour. Nous sommes abreuvés d'infos accessibles partout. Et Lise, vous avez posé cette question. Comment vous informez-vous ? J'aime bien écouter la radio le matin parce que voilà, c'est plus facile dans les transports, voilà. Après il y a beaucoup les réseaux sociaux. J'écoute la radio, en même temps je suis sur Twitter ou sur certaines applications Le Monde ou des choses comme ça et je défile et je lis les articles qui m'intéressent. Nous venons d'entendre Ulysse qui est en terminale ES dans les Hauts-de-Seine. Oui, comme lit, beaucoup de jeunes s'informent via les réseaux sociaux en s'abonnant à des comptes de médias. Mais lit-il pour autant vraiment des articles en entier ? Ça dépend. Par exemple sur Twitter ça va beaucoup être le titre, jusqu'à qu'il y ait un truc qui m'interpelle et qui me donne vraiment, mais il y a tellement de quantité que je peux pas tout lire. Des fois je vais lire vraiment un article de fond, mais par exemple Le Monde, si je veux lire un article, des fois il faut se concentrer. Alors qu'il y a des articles plus légers ou même Libération, ça peut être plus facile à lire, c'est plus accessible, du coup je peux le lire plus en diagonale. En fait, les lecteurs passent en moyenne 10 secondes par article et c'est justement pour toucher les jeunes que des médias ont investi le réseau social Snapchat et son portail Discover, regardé par 10 millions de personnes chaque mois en France. Le Monde notamment y poste des formats spécifiques, ludiques avec des photos, des vidéos, des dessins ou encore de courts textes. Les médias lisent qui s'adaptent pour capter les jeunes, mais il faut aussi éduquer aux médias. Unité 6. Activité 10.
J'aime bien écouter la radio le matin, parce que voilà, c'est plus facile dans les transports, voilà. Après, il y a beaucoup les réseaux sociaux. J'écoute la radio, en même temps je suis sur Twitter ou sur certaines applications Le Monde ou des choses comme ça, et je défile, et je lis les articles qui m'intéressent. Ça dépend. Par exemple, sur Twitter, ça va beaucoup être le titre, jusqu'à qu'il y ait un truc qui m'interpelle et qui me donne vraiment, mais il y a tellement de quantité que je peux pas tout lire. Des fois, je vais lire vraiment un article de fond, mais par exemple, Le Monde, si je veux lire un article, des fois, il faut se concentrer. Alors qu'il y a des articles plus légers, ou même Libération, ça peut être plus facile à lire, c'est plus accessible, du coup, je peux le lire plus en diagonale. Unité 6. Activité 9. 1. Deux. Arrêtez là! Stop! Au nom de la loi, je vous arrête! 3. Suite à un problème technique, le vol AF 1287 à destination de Berlin aura 1 heure de retard. Merci de votre compréhension. 4. Et nous avons un grand gagnant pour ce loto spécial Noël. Bravo, Jérémy! Unité 6. Activité 10. 1. T'as entendu la dernière à propos de la loi sur le travail ? Non, je ne crois pas. Le ministre veut que tout le monde travaille gratuitement le week-end. C'est scandaleux. Hein ? T'as pris ça où ? J'ai lu un article sur un site, le Gora quelque chose. Le Gorafi ? Oui, c'est ça. Kevin, c'est un journal satirique. Il ne publie que des fausses nouvelles pour faire rire. C'est un canular. Ah, t'es sûr ? 2. Écoute, tu ne devineras jamais qui était assis à côté de moi dans l'avion. David Guetta. Il m'a donné 2 billets pour aller le voir en concert ce soir. Tu m'accompagnes ? 3. Hey, savais-tu qu'il y a un musée du Louvre à Abu Dhabi? Bah évidemment, j'habite pas la planète Mars. Tous les médias en ont parlé. 4. Marcus, il faut absolument que je te dise quelque chose. Je t'écoute. J'ai vu ta sœur en train de manger au restaurant avec un homme. Ils avaient l'air de vraiment bien s'entendre. Ah, il était comment? Un grand brun, mince, la cinquantaine, plutôt bel homme. C'est notre oncle. Il est de passage en ville. Il faut que tu arrêtes de raconter la vie privée des autres et que tu t'occupes de la tienne. Unité 6. Activité 13. Comme chaque vendredi, voici le reportage de Franziska Sevan. Cette semaine, on parle d'un t-shirt jamais lavé et dont les traces de sueur valent de l'or. Il sera mis en vente aux enchères ce samedi à Paris. La mise à prix se situe entre 20 et 40 000 euros. Et s'il vaut si cher, c'est parce qu'il s'agit du maillot numéro 10 porté par Zinedine Zidane pendant la finale de la Coupe du Monde de 1998. C'est le maillot avec lequel Zizou a marqué 2 buts. Un doublé historique dans l'histoire du football. Après cette victoire, un proche du joueur avait gardé le maillot, mais il a décidé de le vendre. Alors, qu'en pensent les vrais supporters comme Liliane et Olivier? La réponse avec Franziska Sevan. Et qu'est-ce que vous pensez de cette vente aux enchères? C'est dommage, vraiment. Ah, complètement. C'est triste de savoir que ce maillot mythique va être vendu aux enchères. On ne sait même pas où il sera. Probablement chez un milliardaire qui s'en fout du foot. Les collectionneurs sont prêts à tout. En 2002, le maillot porté par le Brésilien Pelé en finale de la Coupe du Monde de 1970 s'est vendu 250 000 euros. Et le type qui l'a acheté n'était même pas fan de foot. Et moi, si j'étais ministre des Sports, j'interviendrais pour annuler cette vente. Tout à fait d'accord. On peut pas faire n'importe quoi. C'est le maillot de Zizou avec lequel il a marqué 2 buts. C'est plus qu'un maillot. Je sais pas comment l'expliquer, c'est... Le maillot de Zizou, c'est la Joconde du supporter. Et ça n'a rien à faire chez un privé. Nous, les supporters, on rêverait tous de l'avoir, ce maillot. Et où devrait être ce maillot alors, selon vous?
Sa place, c'est au musée du sport ou au musée du foot. C'est un symbole. La France n'a jamais été aussi unie que le soir de la victoire. C'est fou, parce que 20 ans après, vous en parlez encore avec émotion. Ouais, ça fait partie du patrimoine de la France. Qu'on aime le foot ou pas, tout le monde était fier de l'équipe des Bleus. Merci Franziska Sevan et merci à Liliane et Olivier, membres du club des supporters des Bleus. Pour les passionnés, le maillot de Zidane sera exposé vendredi, la veille de la vente aux enchères, à l'hôtel Drouot, à Paris. Unité 6. Activité 14. Dans 3 jours, c'est la rentrée des classes. Alors notre reporter Franziska Sevan s'est intéressée à la dictée. L'orthographe, en général, c'est la bête noire des Français. Depuis 5 ans, Rachid Santaki, journaliste et romancier, rassemble des centaines de personnes de tout âge dans les quartiers populaires pour faire une dictée géante, mais qui n'est pas notée. En avril dernier, par exemple, la dictée a réuni 1500 participants au Stade de France. Franziska Sevan y était. Plus d'1 millier de personnes, des enfants, des parents, des grands-parents et surtout, c'est le plus étonnant, des adolescents. Il y a de tous les âges et toutes les couleurs, mais un point commun à tous, une feuille blanche devant eux. Madame, qu'est-ce que vous faites là? Je viens de faire une dictée un samedi après-midi. C'est original, non? Vous aimiez la dictée quand vous étiez petite? Oh non, je détestais ça. Quand j'étais petite, ma mère m'a traumatisée avec l'orthographe. Et vous, madame, qu'est-ce qui vous plaît dans cet événement? Ça rassemble. Ici, les gens viennent de différents horizons. Ce qui nous relie, c'est l'amour de la langue. Rachid Santaki, pourquoi avez-vous décidé d'organiser cette dictée? J'aime bien l'idée qu'on se rassemble autour de la langue. Ici, on rencontre des gens qu'on ne pourrait pas rencontrer ailleurs. Et puis vous savez, les dictées ne sont pas notées. On est là pour s'amuser, on compte les fautes, on rit de nos fautes, ça dédramatise. Aimer les mots, M-O-T-S, pour soigner des mots, M-A-U-X. C'était le reportage de Franziska Sevan. Rendez-vous le 14 septembre prochain à la basilique de Saint-Denis pour la prochaine dictée géante avec Rachid Santaki. Unité 6. Activité 8. Je vais vous parler de l'influence de la publicité sur les enfants. D'abord, je résumerai les idées principales qui sont développées dans un article publié dans le quotidien 20 minutes. Ensuite, je donnerai mon opinion. Enfin, je m'intéresserai aux effets positifs de la publicité sur les enfants. Unité 6. Activité 9. Dans son article du 18 octobre 2015, intitulé « Quelle est l'influence de la publicité sur les enfants ?», la journaliste Judith Banco cite 3 arguments pour montrer les effets négatifs de celle-ci. Premièrement, elle explique que la publicité incite les enfants à acheter des produits mauvais pour la santé. Deuxièmement, elle précise que les enfants, avant 7 ans, ne font pas la différence entre une information et une publicité. Troisièmement, la journaliste affirme que les enfants vont avoir tendance à surconsommer à cause des spots publicitaires. Je partage l'avis de la journaliste à propos des effets négatifs de la publicité sur les enfants. Tout le monde est conscient de son influence sur notre consommation. Les spots publicitaires nous donnent envie d'acheter des produits comme des barres chocolatées ou des boissons sucrées, tout en nous faisant croire qu'ils sont bons pour notre santé. On peut prendre l'exemple de cette marque de céréales avec un tigre qui dit aux enfants « Réveille le tigre qui est en toi ». Ainsi, l'enfant croit qu'en mangeant ces céréales, pleines de sucre, il sera aussi fort qu'un tigre. C'est pourquoi il est important de protéger les enfants qui ne font pas encore la différence entre une publicité et une information. Dans son dernier point, la journaliste considère que les enfants ont tendance à surconsommer. Je suis d'accord avec elle. C'est une tendance mondiale. Cependant, les empêcher de voir des publicités ne leur apprend pas à limiter leur consommation. Selon moi,
on doit apprendre aux enfants à analyser les publicités pour mieux les préparer à notre société de consommation. Imaginons qu'un enfant voit une publicité pour une marque de biscuits qui lui fait croire qu'il va devenir un prince s'il en mange. Il faut que les parents l'aident à déconstruire cette croyance. Dans la troisième partie, je tiens à souligner les effets positifs de la publicité. Bien qu'elle participe au problème de l'obésité des enfants, il existe aussi des publicités qui leur apprennent à manger plus sainement. Par exemple, les publicités pour les produits laitiers et également celles qui conseillent de manger 5 fruits et légumes par jour. Les résultats sont positifs. En effet, les professionnels de la santé affirment que la consommation de lait a augmenté grâce à ces spots publicitaires. En conclusion, j'estime que la publicité n'a pas que des effets négatifs sur les enfants. Ainsi, c'est aux parents d'apprendre à leurs enfants à ne pas se faire piéger par la publicité. Comme dit Plaute, un écrivain de la Rome antique, père et mère sont les architectes de l'éducation. Il faut donc les aider à comprendre le fonctionnement des publicités afin de ne plus être manipulés. Et n'oublions pas que l'éducation nationale a aussi son rôle à jouer. Unité 7. Activité 10. Excusez-moi, je peux vous poser une question ? Oui, bien sûr. Je viens d'emménager à Paris. Je ne connais pas bien les règles pour le tri. Les bouteilles en plastique, je dois les mettre dans la poubelle blanche ou dans la poubelle verte ? Aucune des deux, jeune homme. Les bouteilles en plastique, c'est dans la jaune, avec les cartons et les conserves. Ah bon ? Oui, oui. Le blanc, c'est seulement pour le verre. Vous savez si je dois enlever les bouchons ? Non, c'est pas la peine. Vous pouvez jeter les bouteilles avec, mais à condition qu'ils soient bien vissés. Vous vous y connaissez en recyclage, dites-moi. J'ai appris par cœur les règles de toutes les poubelles. Le docteur m'a dit de faire travailler ma mémoire. Bravo. Dites donc, jeune homme, votre carton de pizza, là, il est propre ? Pas trop. S'il est sale, jetez-le dans la poubelle verte. Sinon, les employés du centre de tri, après, ils sont pas contents. Ils ont pas un métier rigolo, alors essayons de leur faciliter la tâche. Oui, vous avez raison. Alors, dernière question. Mon sac poubelle normal, je peux le jeter à la poubelle verte ? Oui, sauf s'il contient des déchets qui pourraient aller dans la poubelle jaune ou blanche. Et à condition que vous n'ayez pas mis dedans des médicaments ou des ampoules. Franchement, ça devient compliqué, le tri sélectif. Heureusement que vous êtes là. J'ai l'impression de faire tout mal. C'est une question d'habitude. Vous verrez, avec un peu de bon sens, ça vient tout seul. Merci. Bonne journée. Unité 7. Activité 9. On parle beaucoup du réchauffement climatique et de ses conséquences futures à l'échelle de la planète. En Nouvelle-Calédonie, les effets de la hausse des températures sont déjà visibles depuis quelques années, comme nous l'explique notre correspondante locale, Eliette Bacané. Dans la commune de Poum, à 400 km de Nouméa, les habitants ont toujours vécu en harmonie avec la mer. Mais depuis quelque temps, les habitations sont menacées par la montée des eaux. Selon les habitants, la mer a avancé de 10 mètres en 30 ans. Mais, bien que la mer soit de plus en plus proche des maisons, les habitants n'envisagent pas de partir. Certains se sont déplacés un peu vers l'intérieur des terres, mais beaucoup refusent pour le moment d'aller vivre sur les montagnes. Des travaux ont commencé pour consolider la côte et limiter l'impact des vagues sur le littoral. Il est donc encore un peu tôt pour parler de réfugiés climatiques en Nouvelle-Calédonie, mais le réchauffement climatique est une réalité et le constat des climatologues est alarmant dans tout le Pacifique, où l'eau est de plus en plus chaude. Une augmentation de la température de la mer d'1,5 degré en 50 ans a été relevée à plusieurs endroits de l'océan. À Nouméa, Nouvelle-Calédonie, Eliette Bacanet pour Radio Outre-mer. Unité 8. Activité 8. Radio Starbit. France Inter, le 18-20. Les inégalités économiques sur notre planète, état des lieux, comment les réduire, ces inégalités, et quelles conséquences politiques si on ne le fait pas. Pierre Veille, un jour dans le monde.
C'est un rapport qui fait plus de 500 pages. Il est publié au Seuil, le rapport 2018 sur les inégalités mondiales, ouvrage coordonné entre autres par Thomas Piketty et Lucas Chancel. Lucas Chancel est notre invité. Bonsoir. Bonsoir. Lucas Chancel, la pauvreté, elle recule dans le monde. Près de 3 milliards de personnes ont rejoint ce qu'on appelle la classe moyenne mondiale. Donc les inégalités, elles reculent. Alors en fait, il y a plusieurs faits, plusieurs idées reçues qu'on entend régulièrement dans le débat public ou dans le débat académique sur les liens entre la mondialisation et ses impacts sur les inégalités. Et une première idée reçue, c'est de se dire que les inégalités sont en baisse dans le monde depuis les années 80, depuis la forte croissance qu'on observe en Chine ou en Inde ou dans d'autres pays émergents. Ce qui ressort de ce livre, donné à l'appui. Donc c'est la première fois que ce travail est fait par des chercheurs de tous les pays de manière totalement systématique et transparente. Ce qui ressort de ce livre, c'est qu'on n'observe pas de baisse des inégalités dans le monde. Pourquoi ? On ne remet pas en question la forte croissance qu'il y a eu notamment chez les classes populaires, chez les classes moyennes chinoises. Seulement, dans ces pays-là, en Inde, en Chine, en Russie, au Brésil, les 1% les plus aisés ont bénéficié de taux de croissance extrêmement forts. En Europe, aux États-Unis, les 1% les plus aisés ont également bénéficié de taux de croissance extrêmement forts. Donc même si les revenus moyens entre le monde riche et le monde émergent, même si les revenus moyens se sont rapprochés, les inégalités entre individus dans le monde, elles, ont progressé depuis 1980. C'est l'un des premiers résultats de cet ouvrage. Et juste pour vous donner un chiffre là-dessus, sur la période, les 1% les plus riches du monde ont capté 27% de la croissance totale, c'est-à-dire de tous les nouveaux euros, de tous les nouveaux yuan, de tous les nouveaux roupies qui ont été créés depuis 1980. Tandis que pendant cette période, les 50% les plus pauvres ont capté seulement 10% de la croissance totale. Unité 8. Activité 10. Alors on va parler de l'Europe. En Europe, les inégalités ont clairement augmenté moins vite en Europe qu'ailleurs. Pour quelles raisons ? Bien, pour le dire simplement, l'Europe a résisté finalement à cette tendance qu'on observe dans d'autres pays, qui est de passer de marchandiser tout un tas de secteurs de la société, de l'économie. Donc l'Europe a réussi à davantage protéger les classes populaires et les classes moyennes grâce à un système d'accès à l'éducation plus ou moins universel, mais on voit que ça s'est remis en question dans certains pays, grâce à un système d'accès à la santé universel, mais on voit aussi qu'il y a des tensions là-dessus, grâce à une fiscalité qui est plus progressive, en tout cas dont la progressivité de la fiscalité a moins baissé en Europe qu'aux États-Unis, mais on voit ici encore que c'est en débat aujourd'hui, en France. Donc l'Europe jusque-là a réussi à préserver un modèle social plus protecteur qu'ailleurs, mais c'est évidemment l'enjeu du débat politique aujourd'hui, c'est de savoir est-ce que l'Europe va continuer à préserver ce modèle-là ou alors va suivre finalement la voie qui est indiquée par les États-Unis notamment. Unité 8. Activité 11. 1. Médias partout, info nulle part. 2. Étudiants en colère, y en a marre de cette galère. 3. Pas de nature, pas de futur. 4. Ni nucléaire, ni effet de serre, changeons d'air. 5. À travail égal, salaire égal. Unité 8. Activité 12. J'arrive. Oh, c'est encore vous. Monsieur Barras, il est 22h30. Vous dérangez tout l'immeuble. Moi ? Mais c'est vous qui arrêtez pas de me déranger. Vous pouvez pas laisser vivre les gens ? Non mais je rêve. C'est incroyable, c'est moi qui vous dérange. Votre musique est tellement forte que mon plafond tremble. Je n'en peux plus. Vous n'avez fait aucun effort depuis l'envoi de ma lettre. C'est la dernière fois que je monte. Si vous continuez, j'appelle la police. C'est ça, appelle les flics, espèce de folle. T'as rien d'autre à faire que de pourrir la vie de tes voisins. Vous arrêtez tout de suite de m'agresser et vous ne me tutoyez pas.
Je vous demande poliment de respecter vos voisins, c'est tout, alors du calme. Oh, ça va, elle va me lâcher la voisine pas contente. Je l'ai arrêté la musique. Alors maintenant, tu dégages. Vous êtes vraiment vulgaire. Fous-moi la paix. C'est pas possible d'être aussi grossier. Unité 8. Activité 14. 1. Oh non! J'ai oublié mon portable. 2. Je suis nulle. J'ai renversé mon café. 3. Il faut que je m'occupe de tous ces dossiers. 4. Oh, j'en ai marre de cette météo pourrie. 5. Oh! Vous pouvez pas regarder où vous allez? 6. Oh, c'est lent. Cet ordinateur, c'est une merde. 7. Avance, connard! 8. Tain, ça me saoule d'aller manger chez tes parents. Unité 9. Activité 15. France Info. C'est mon boulot. Le défenseur des droits va publier ce matin les derniers chiffres des discriminations dans le monde du travail. Vous avez pu les consulter en exclusivité, Philippe. Ils révèlent qu'un tiers de la population a déjà été discriminée pour diverses raisons. Alors dans l'ordre, à cause de son âge ou de son sexe, en raison de son origine, de son handicap ou de son état de santé, à cause aussi de ses convictions religieuses, 34% de la population active affirme avoir subi une discrimination au travail au cours des 5 dernières années. C'est presque 2 fois plus souvent au travail, même au cours de sa carrière, que lors d'une recherche d'emploi. Des discriminations qui frappent plus souvent les femmes que les hommes. 41% des femmes ont subi de telles expériences contre seulement 28% des hommes. Des discriminations qui peuvent porter sur un critère unique, mais qui le plus souvent se cumulent pour certaines catégories de la population. Et pour certaines situations en particulier, il y a vraiment une accumulation des discriminations. Alors oui, il y a un sous-groupe qui est particulièrement inquiétant, c'est celui des femmes âgées de 18 à 44 ans, perçues comme noires, arabes ou asiatiques. Elles ont une probabilité d'être confrontées à une discrimination 2,5 fois plus élevée que les femmes du même âge, vues comme blanches. Et même en mettant de côté les origines, les femmes payent un lourd tribut à cause de la maternité. Qu'elles aient été enceintes ou mères d'un enfant en bas âge, elles sont 2 fois plus victimes de discrimination que les autres. Cas typique relevé par le défenseur des droits, une infirmière dont le CDD n'est pas renouvelé, tout simplement parce qu'elle est enceinte. Mais dans la population masculine aussi, il y a des situations difficiles. Alors il ne fait pas bon être jeune et d'origine extra-européenne. Le 10e baromètre du défenseur des droits le confirme. Les chiffres sont alarmants. Par rapport aux hommes blancs de 35 à 65 ans, les hommes du même âge vus comme d'origine extra-européenne ont une probabilité 3 fois plus élevée d'être discriminés, mais les jeunes de 18 à 34 ans ont, eux, un risque de discrimination 6 fois plus élevé. À noter enfin que les personnes atteintes de handicap sont aussi lourdement touchées. Près d'un handicapé sur 2 déclare avoir été discriminé contre seulement 31% des non concernés par le handicap. Unité 9. Activité 7. Le Carillon, c'est un réseau solidaire local entre habitants, commerçants et personnes sans domicile qui vise à améliorer le quotidien des personnes à la rue et à lutter contre leur isolement grâce à des micro-engagements de chacun. Concrètement, les commerçants offrent des services aux personnes à la rue. Donc l'accès aux toilettes, le verre d'eau, avoir un bout de pain, réchauffer un plat au micro-ondes, recharger un téléphone portable qui est très utilisé, appeler les secours, ça peut être poster un courrier. Ce sont vraiment des prétextes à la création de liens sociaux, plutôt pour que la personne à la rue se sente considérée, retrouve une estime de soi, même en ayant une conversation simple ou en s'attablant ou en mangeant avec des couverts, ce qui peut paraître très simple et dérisoire pour beaucoup, mais qui pour une personne à la rue est déjà énorme.
La création de lien social, c'est important parce que 83% des personnes à la rue souffrent d'un sentiment d'isolement et de rejet de la part des passants. Certains disent on meurt encore certainement de froid et de faim à la rue, mais on peut surtout souffrir d'isolement. Et c'est là que nous on intervient pour être un petit peu cette première pierre à l'édifice d'une sortie de rue, quoi. La cloche, en fait, vient de la cloche qui était sonnée au XIIe siècle lors des marchés, aux halles, notamment à Paris. Il y avait une première cloche qui sonnait pour annoncer le début du marché et une dernière à la fin. Et c'est à ce moment-là que les personnes sans le sou venaient récupérer les invendus au moment où sonnait la deuxième cloche. Et c'est de là que vient aussi donc, le nom de notre association et le mot clochard. Et le mot carillon, donc ce sont 3 cloches qui représentent les personnes à la rue, les commerçants et les habitants, et qui, quand elles résonnent ensemble, forment une harmonie, et en l'occurrence une harmonie sociale. Unité 9. Activité 10. Porte de la Chapelle à Paris, il y a par exemple Boubacar, 20 ans, jeune Guinéen, arrivé il y a 2 mois. Après un mois passé dans la rue, 3 familles l'ont pris en charge. J'ai eu la chance de rencontrer des familles qui s'occupent bien de moi et qui me traitent comme leurs enfants. Boubacar déposera sa demande d'asile dans 10 jours. Hassen, lui, vient de Côte d'Ivoire, 17 ans, mineur. Il a aussi trouvé un toit, enfin 2, chez une Parisienne et chez une habitante de Saint-Denis. Elles sont très très gentilles. Dès que je me réveille, mon petit déjeuner est déjà prêt. À midi, mon déjeuner est prêt. Ça fait vraiment plaisir, ça soulage. Et si les 2 jeunes migrants sont hébergés, c'est par le bouche à oreille des initiatives individuelles comme celle de Marion et de sa famille. Cette membre d'Utopia 56 a accueilli 2 mineurs chez elle il y a quelques mois pour 10 jours. C'est un vrai engagement, c'est du temps. C'est aussi parfois des jeunes qui sont traumatisés. Pour nous, ça a été totalement naturel. C'est héberger 2 personnes chez soi comme on héberge n'importe qui en fait. Alors pour rendre la démarche encore plus évidente, Utopia 56 lance ce réseau, explique Justine, une membre de l'association. C'est de mettre un cadre, et vraiment un cadre rassurant pour les hébergeurs, des personnes sur qui se reposer en cas de questions ou quoi que ce soit. Et notamment les questions juridiques, Utopia 56 assure que dans la plupart des cas, les hébergeurs ne risquent rien. Pour tous les autres, ils sont informés et soutenus par l'association. Unité 9. Activité 13. J'ai fait plus d'1 mois dans la rue. J'étais venu ici à la Chapelle, j'ai essayé de rentrer. Vous savez, à la Chapelle, c'est un camp. Une famille, Madame Catherine et son compagnon, M. Christophe, est venu me rencontrer. Et du coup, ils ont mobilisé tous leurs amis. Ils ont constitué en 3 familles d'accueil. Ça fait 3 semaines maintenant que voilà, ils m'ont accueilli. Je suis à l'abri. Voilà. C'est comme si tu quittes l'enfer et tu rentres dans le paradis. Parce que j'avoue, lorsque j'étais dans la rue, ma santé se dégradait, j'étais enrhumé. J'avais peur, j'avais la psychose et ça m'a changé beaucoup déjà. Ils m'ont soigné d'abord parce qu'ils m'ont emmené à l'hôpital. Voilà, et je me sens maintenant en sécurité. C'est normal d'avoir une peur d'une personne qu'on ne connaît pas. Mais moi, en tout cas, les familles qui m'ont accueilli m'ont prouvé qu'il y a l'humanisme en France, au-delà de tous ces clichés. Et les particuliers, je les appelle à faire autant, de partager cette fraternité et de l'appliquer aussi. Unité 9. Activité 11. Alors, j'étais sur scène en train de faire mon spectacle et j'entends « salle noire ». Sur le moment, je pense que c'est une blague et donc je continue. Mais le mec continue « salle noire ». Là, je m'arrête. Je cherche dans la salle d'où ça vient et je dis « pardon ». Et le gars continue « salle noire ». Bon, là, je suis un peu perdue parce que je me dis, c'est pas possible, on est au 21e siècle, on est en France, on est dans un spectacle d'humour, c'est pas possible, j'ai pas entendu ça. C'est pour ça que je redemande. Pardon. Pour lui laisser une chance de dire, mais non, je rigole. Et là, j'entends une voix ferme et sans équivoque qui dit, j'ai dit salle noire. Là, je sens la colère monter, j'ai même des idées de violence, j'ai envie de descendre dans la salle, d'aller le voir, que ça finisse aux mains. Mais j'ai un sursaut de, je sais pas, de lucidité ou de sensibilité, de fragilité. J'ai pas à répondre à la violence par la violence. Moi, dans mon spectacle, je prône la tolérance, le vivre ensemble, je prône l'amour, en tant qu'artiste, mais aussi en tant que femme.
Donc je décide de mettre cette personne face à sa propre bêtise et je lui dis « Tu devrais fermer ta gueule en fait. Parce que là tu crées un gros malaise qui n'apporte rien au spectacle, à part de la gêne pour toi et pour tout le monde d'ailleurs. » Les gens ont ri. Peut-être qu'ils pensaient que c'était un complice, tellement c'était gros. C'est inimaginable qu'aujourd'hui quelqu'un puisse se lever et dire « sale noire » devant tout le monde. Après le spectacle, quand j'ai vu tous les témoignages de soutien que j'ai reçus, ça m'a réconfortée. Tout le monde m'a dit « Tu peux pas laisser passer ça, c'est dégueulasse !» Donc oui, je ne peux pas laisser passer ça, et je vais porter plainte. Il y a beaucoup de racisme en France. On ne peut pas le nier et il faut le combattre tous ensemble en fait. Le racisme, c'est pas une question qui doit intéresser que les Noirs ou que les gens victimes de racisme. C'est une question qui doit intéresser tout le monde. C'est une question d'ordre public, ça touche toute la France. Le racisme, c'est la peur ou la bêtise ou le manque d'éducation. Et on ne combat pas ça par la violence. Un raciste, c'est souvent quelqu'un d'ignorant ou qui répète ce qu'il a entendu dans sa famille ou dans son environnement. Donc c'est vraiment un travail qu'on doit faire tous ensemble, qui passe par la pédagogie, par les profs, les éducateurs, qui passe aussi par l'État et les institutions de la République. On est tous français. Souvent, j'entends « rentre chez toi ». Mais chez moi, c'est en France. C'est un pays multiculturel, c'est sa force. Le vivre ensemble, c'est chacun qui vient avec sa différence. Il y a des gros, des maigres, il y a des blancs, des noirs, des femmes, des hommes. Pour moi, le vivre ensemble, c'est d'accepter toutes ces différences et de vivre avec ça. Il y a beaucoup plus de Français qui veulent vivre en harmonie avec tout le monde que de racistes. Donc ils ne gagneront jamais.